Tout de suite, le dossier du soir avec Claire Bernol et avec Christian Delors, bien sûr. Votre radio, notre climat. Claire Bernol du journal Signe des Temps et Christian Delors d'Alliance Plus à Nîmes. Je vous laisse vous présenter votre invité. Oui, bonsoir Emmanuel Rivière. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint d'Atmo Alsace, association dans laquelle vous êtes engagé depuis une quinzaine d'années, depuis 5 ans, plus précisément au poste que vous occupez actuellement. Et à la fin des années 90, vous avez contribué pendant 3 ans aux travaux du GIEC. Était-ce une évidence pour l'ingénieur chimiste que vous êtes de vous intéresser aux enjeux environnementaux ? Alors oui, c'était rapidement une évidence. Moi, j'ai appris la chimie à l'école, à Mulhouse, donc comprendre comment fonctionnent les molécules, comment elles interagissent entre elles. Et puis l'école de chimie de Mulhouse proposait une spécialisation en chimie de l'environnement, qui m'est rapidement apparu comme étant un moyen de travailler dans un domaine qui me concerne énormément, je pense qu'il concerne tout le monde, mais qui m'intéresse énormément, qui est comment est-ce qu'on peut limiter l'impact de nos activités humaines sur l'environnement dans toutes ses dimensions, que ce soit les sols, l'eau ou l'atmosphère. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle et les missions d'Atmo ? Alors, la Fédération Atmo France, qui existe au niveau national, regroupe tous les organismes agréés pour la surveillance de la qualité de l'air. Dans chaque région, il y a aujourd'hui un organisme dont la mission est de surveiller la qualité de l'air, d'informer les gens sur les niveaux de pollution atmosphérique. Donc sur nos sites internet, en direct, il y a heure par heure tous les niveaux de pollution atmosphérique qu'on mesure dans les agglomérations, mais également dans les milieux ruraux. Nous avons également une mission de quantification des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans chaque région, dans chaque commune, on sait d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on est plutôt sur une problématique routière? Est-ce qu'on est plutôt sur une problématique industrielle ou une problématique de chauffage, une problématique domestique? Et puis on s'intéresse également énormément aux consommations d'énergie. Et tous ces organismes donc sont regroupés au sein de cette Fédération Atmo France. Très bien. Et qu'est-ce qui finance chacune de ces associations ? Alors, les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, en fait, ont été confortées, renforcées dans leur rôle par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996, donc qui est intégrée au Code de l'environnement. Et ce que dit le Code de l'environnement, c'est que ces associations doivent regrouper 4 collèges. Donc au sein de chacune de ces associations, je rappelle, il y a aujourd'hui 27 associations, une association par région en métropole. Jusqu'au 31 décembre 2016, il y a 22 régions métropolitaines. Il y a une association par région et département d'outre-mer, plus une association sur la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Donc ce que dit le Code de l'environnement, c'est que ces associations sont bâties autour de 4 collèges. Le premier collège, c'est l'État. Donc on va retrouver dans nos instances statutaires les services de l'État qui s'occupent d'environnement. On va retrouver des préfets, on va retrouver l'agence régionale de santé, on va retrouver l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le deuxième collège sont les collectivités, puisque bien évidemment, comme nous sommes situés à une échelle territoriale et que nous agissons à une échelle territoriale, il faut absolument que nous prenions en compte les besoins locaux et que nous ne soyons pas uniquement là pour surveiller la qualité de l'air selon des directives, qu'elles soient européennes ou nationales. Le troisième collège, c'est le collège des industriels, puisque historiquement, c'était le secteur qui était le plus polluant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais le collège des industriels fait partie intégrante de nos associations. Et le quatrième collège, c'est le collège qu'on appelle des associations et des personnalités qualifiées. Donc vous allez retrouver dans ce collège-là des associations de défense de l'environnement. Donc si je peux caricaturer un petit peu, au sein de nos instances, vous allez retrouver à la fois des pollueurs, vous allez retrouver, entre guillemets, ceux qui respirent, qui sont représentés par les associations de défense de l'environnement, et puis vous allez retrouver les gestionnaires aussi, c'est-à-dire l'État et les collectivités. Ceux qui financent, ce sont 3 de ces 4 collèges, l'État, les collectivités et les industriels. Et ces financements sont pérennes ou bien... Alors, ce sont des financements qui, malheureusement, ne sont pas tout à fait pérennes, c'est-à-dire que chaque année, nous devons discuter avec l'État, nous devons discuter avec nos régions, avec nos départements, avec nos agglomérations, pour
qu'ils nous financent, pour qu'ils nous donnent des budgets à la fois pour le fonctionnement, donc payer les personnes et les équipements qui servent à mesurer la qualité de l'air et à surveiller l'atmosphère au sens général, tout ce qui est air, climat, énergie, et puis à la fois des budgets d'investissement, puisqu'on a des investissements qui sont assez lourds pour nos stations de mesure. Concernant plus précisément l'action d'évaluation de la qualité de l'air qui est au cœur de votre mission, quel personnel s'en occupe? En quel lieu? À quelle fréquence? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise? Oui. Alors, donc on s'occupe vraiment des 3 grands enjeux de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, on va regarder tout ce qui est émissions de polluants. C'est-à-dire combien de pollutions sortent les pots d'échappement des voitures, combien de pollutions sortent les cheminées individuelles, toutes les installations de chauffage, combien de pollutions sortent les cheminées d'usine. Et puis on va s'intéresser également aux consommations d'énergie, puisque bien évidemment, à la source de toutes ces pollutions, c'est j'allume ma voiture, j'allume mon installation de chauffage, et à ces gestes anodins correspondent des consommations d'énergie, que ce soit d'essence, de diesel, de gaz, de fuel ou d'électricité. Et sur la mission historique, je dirais, de surveillance de la qualité de l'air, là, on a des équipements de mesure qui sont installés en différents points. Alors aujourd'hui, vous avez des centaines de stations de mesure qui sont disposées un peu partout en France, principalement dans les agglomérations, puisque c'est là où on va retrouver le plus de pollution liée à l'intensité des activités humaines, en particulier la mobilité et tout ce qui est bâtiment. Et ces stations de mesure sont des petites, il faut voir ça comme des petites boîtes de 2,50 m sur 2,50 m sur 2,50 m dans lesquelles vous allez avoir des analyseurs. Vous avez une tête de prélèvement qui est sur le toit, donc on aspire de l'air avec une pompe, l'air rentre dans les analyseurs, et ces analyseurs vont permettre de dire, pour la pollution routière, voilà la quantité de pollution. Pour la pollution industrielle, voilà la quantité de pollution. Et toutes ces informations-là sont transmises heure par heure dans nos postes centraux, c'est-à-dire que dans chacun de nos sièges, nous avons de gros serveurs informatiques qui reçoivent toutes ces données de qualité de l'air. Alors, à titre d'exemple, pour l'Alsace, il y a 12 000 données de qualité de l'air qui arrivent tous les jours. Et ces 12 000 données de qualité de l'air sont basculées sur Internet en direct. C'est la transparence totale de l'information. Et ces 12 000 données de qualité de l'air sont transformées en qualificatifs, c'est-à-dire que nous, on va dire aujourd'hui la qualité de l'air est bonne, est moyenne, est médiocre, est mauvaise. Et il n'y a pas de filtre entre les données et les personnes qui les reçoivent? Non, il n'y a pas de filtre. Alors, il n'y a aucun filtre, ça veut dire qu'entre la tête de prélèvement, c'est-à-dire l'air qui est aspiré n'importe où, dans Paris, dans Toulouse, à la campagne, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, entre l'air qui est respiré et le site internet de l'organisme qui diffuse l'information, il n'y a pas d'intervention humaine. Ce qui nous fait prendre le risque, parfois, de diffuser une bêtise si on a un analyseur qui vient à tomber en panne, par exemple. Combien de personnes travaillent dans une association comme celle d'Alsace ? Alors, en Alsace, c'est 40 intervenants, donc 40 professionnels de la qualité de l'air. Au niveau national, c'est 550 employés pour la surveillance de la qualité de l'air. Ce sont en général des chimistes Alors, on a beaucoup de profils parce que la qualité de l'air, c'est, oui, de la chimie, parce qu'on va parler de pollution. Donc, on a des chimistes. La qualité de l'air, c'est également des paramètres météorologiques, parce que si le vent va à droite, les polluants vont partir à droite. Si le vent va à gauche, les polluants vont partir à gauche. Donc, on a besoin de personnes qui comprennent le sens des phénomènes météorologiques. S'il fait chaud, on va faire de l'ozone. S'il fait froid, on ne va pas faire de l'ozone. On a besoin de comprendre cette météorologie-là. Et puis, ce qui fait la qualité de l'air aussi, c'est... vous êtes au bord de la mer, c'est venté, il y a une dispersion des polluants. Vous êtes dans une vallée complètement encaissée, comme dans les vallées des Alpes ou certaines vallées des Pyrénées ou vosgiennes. Et là, vous allez avoir une stagnation des masses d'air. Donc, on a aussi besoin de géographes. Donc, nous avons aussi des géographes. Et puis, bien sûr, pour la maintenance des équipements de mesure de la qualité de l'air, là, on a besoin de personnes qui s'y connaissent en électronique, en mesure physique, par exemple. Vous avez parlé des différents polluants. Est-ce que vous mesurez aussi la radioactivité ? Alors, il y a des polluants qu'on mesure partout, exactement de la même façon, partout en France métropolitaine et les territoires d'outre-mer. Ce sont des polluants comme les particules, dont on parle très souvent lors des pics de pollution hivernaux ou lors des pics de pollution printaniers. J'en profite pour dire que ce n'est pas le pic de pollution qui fait le
plus grand impact sur la santé. C'est le niveau moyen de pollution qu'on respire à longueur d'année qui va induire les impacts les plus importants. Il y a l'ozone également, qui est un polluant qu'on va tous suivre de la même façon. Là, ce sont les pics d'ozone dont on parle en été. Et puis, il y a des polluants beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus territoriaux, qu'on va suivre en fonction des problématiques régionales et en fonction des demandes de nos membres. En Alsace, par exemple, à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, les collectivités ont souhaité qu'il y ait un réseau complètement indépendant de mesures de la radioactivité artificielle dans l'air qui soit monté. Et donc, ces collectivités-là ont financé à l'ASPA des balises. Donc aujourd'hui, sur 5 sites en Alsace, on mesure la radioactivité avec une transparence de l'information qui est exactement la même que celle que j'ai exprimée avant. C'est-à-dire qu'entre la balise de mesure du rayonnement alpha, bêta, gamma ou de l'iode 131, qui sont des paramètres traceurs aussi d'une éventuelle catastrophe nucléaire, et le site internet de l'ASPA, il n'y a aucun filtre. Il n'y a aucun filtre. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter un bref micro-trottoir sur la qualité de l'air parisien telle qu'elle est ressentie par quelques personnes que j'ai rencontrées. Et juste avant d'écouter ce micro-trottoir, Claire, je vous propose d'écouter un tout petit jingle et puis de vous rappeler le numéro de téléphone. Votre radio, notre climat. Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 01 44 53 47 17. Vous pouvez le composer pour poser une question à notre invité de ce soir, Emmanuel Rivière. Alors Claire, vous avez été vous promener dans les rues de Paris avec un micro. Eh oui. Et vous avez demandé aux gens si l'air était bon, si l'air était pur. Si l'air sentait bon et frais. On va écouter ça. Est-ce que ça vous arrive de sentir parfois que l'air est mauvais ? Oui, bien sûr, ça m'arrive de sentir que l'air est mauvais. Non, j'aime pas du tout. Mais oui, c'est vrai que l'air est pas très... comme au Danemark, où j'habite normalement. C'est pas comme ça ici à Paris. Ça dépend des rues, ça dépend des endroits dans Paris, effectivement. Ils sont plus ou moins pollués. Je sens les égouts, le gaz, des odeurs flottantes, désagréables. Oui, absolument. À Paris, surtout dans ces rues-là, dans ce quartier, il y a beaucoup de circulation et on a très souvent du mal à respirer. D'ailleurs, depuis que j'habite cette rue, j'ai tendance à tousser. Quelles préconisations vous auriez et quelles précautions vous prenez dans ces cas-là ? J'essaye de ne pas faire trop de sport, mais je sors quand même parce que je ne veux pas rester chez moi. Normalement, j'aime bien prendre le vélo. Mais ici à Paris, le vélo, c'est difficile parce que l'air est vraiment trop dur et tout. Ouais. Je pense que quand les enfants étaient plus petits, évidemment, on était beaucoup plus sensibles avec les poussettes. Et voilà, à partir de 10 ans, on est moins sensibilisés. Voilà. Ma fille, elle est grande maintenant. Avant, oui, quand elle était petite, je faisais très attention. Et je lui mettais son cache-nez ou une petite écharpe pour ne pas qu'elle respire l'air de Paris, vu qu'on est de Paris nous-mêmes. Alors dans ce cas-là, j'aère au moment où il n'y a pas trop de circulation. Vous voyez, je tousse d'ailleurs un peu. Et donc j'essaye de le faire durant la nuit quand il y a moins de pollution. Et mauvais. Vu que j'ai une écharpe sur moi, je le porte à mon nez et à ma bouche pour ne pas respirer l'air. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Vous prenez des précautions en particulier pour eux, en pensant à eux ? Les enfants sont très grands, c'est plutôt eux qui pensent à nos petits-enfants. Nous sommes à Paris. Est-ce que vous connaissez le nom de l'organisme qui mesure la qualité de l'air dans la capitale ? Air Paris. J'ai oublié. Calif, je sais pas quoi. Calif Paris, non, Air Paris. Non, c'est quoi ? Comment est-ce que vous en avez entendu parler ? Je ne sais pas, tout le monde a entendu parler d'Air Paris. Voilà, je ne peux pas vous dire comment j'en ai entendu parler. Il me semble avoir entendu, c'est Air Paris 20. Il me semble, et je crois qu'il y a un ballon qui vole au-dessus de Paris, tenu par un câble. Voilà.
Alors je ne sais pas si c'est tout à fait le cas. Est-ce qu'il y a un petit ballon qui vole au-dessus de Paris avec un câble ? Il y a périodiquement des opérations effectivement comme ça. Alors le ballon, il a une vertu pédagogique parce qu'il sensibilise les gens à la problématique de la qualité de l'air. Et puis de temps en temps, on peut aussi avoir ce type de ballon avec des équipements de mesure qui nous permettent de regarder si l'air est un peu meilleur quand on s'élève. Ce qui ressort aussi de ce micro-trottoir, c'est un sentiment diffus, mais néanmoins partagé par un grand nombre de personnes que l'air est mauvais. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans l'air ? Qu'est-ce que vous mesurez selon quels critères ? Alors nous, on va mesurer une grande variété de polluants, mais on mesure prioritairement des polluants qui sont réglementés. C'est-à-dire il y a des polluants dont les études épidémiologiques, c'est-à-dire des études qui mettent en relation des niveaux de pollution atmosphérique avec des effets sanitaires, ces études épidémiologiques montrent qu'effectivement, si on a une élévation des niveaux de concentration en particules, alors il va y avoir des impacts sur la santé, des impacts de la morbidité, mais également ça peut aller jusqu'à de la mortalité. Et on a une comptabilité, si je puis dire, c'est un terme qui n'est pas du tout esthétique, mais on a une comptabilité, par exemple, du nombre de décès qui peut être attribuable à des excès de pollution atmosphérique. Alors, tous ces polluants-là, on les surveille, et ça nous permet de constater que depuis une dizaine d'années, on va dire, les niveaux de pollution sont plutôt orientés à la baisse. Ils sont plutôt orientés à la baisse, donc on a une qualité de l'air qui s'améliore progressivement, mais on a encore de très nombreuses zones où la qualité de l'air est tout à fait insatisfaisante et où les gens habitent dans des zones qui dépassent les valeurs limites pour la protection de la santé humaine. En France, il est estimé par les études de l'Organisation mondiale de la santé et par toutes ces études pilotées aussi par la Commission européenne, il est estimé qu'il y a à peu près 40 000 décès anticipés chaque année qui sont liés à des excès de particules dans l'air. Donc c'est tout à fait considérable quand on rapproche ce chiffre d'autres données de mortalité, comme par exemple la mortalité routière, qui est bien sûr tout à fait dramatique. Enfin, le chiffre de 40 000 décès anticipés est tout à fait considérable. Vous avez dit qu'il y avait certains éléments qui étaient particulièrement dangereux et qui provoquaient certaines maladies. Est-ce que vous pouvez en citer par exemple ? Les polluants, on va les... Alors, bon, moi je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller très loin sur les effets sur la santé, mais on peut évoquer des effets effectivement à court terme. Et ça, c'est le sens, par exemple, des procédures d'information, des procédures d'alerte qui peuvent être émises périodiquement. On en entend régulièrement parler l'hiver ou l'été. Quand on dépasse un seuil d'information ou un seuil d'alerte, par exemple pour les particules, ou pour l'ozone, ou pour le dioxyde de soufre, ou pour le dioxyde d'azote, là, chez des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, alors je pense aux jeunes enfants, je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes qui sont insuffisants respiratoires, des asthmatiques, là on peut avoir des effets à court terme qui peuvent être graves. C'est-à-dire que pour ces personnes, les agences régionales de santé vont émettre des messages sanitaires qui invitent à ne pas faire de sport pendant les pics de pollution, qui invitent à privilégier les activités douces. Et nous, on se retrouve très souvent en région, y compris Île-de-France, je parle sur l'ensemble des régions, au niveau de nos organismes, interpellés par des directrices ou des directeurs de crèches ou d'écoles qui vont nous demander: je sais qu'on est en pic de pollution, est-ce que je peux faire sortir les enfants dans la cour, est-ce que je peux emmener les enfants au sport, etc., etc. Donc là, il y a des effets qui sont tout à fait avérés. Il y a d'autres polluants qui sont connus, qui sont classés comme cancérogènes, certains. Des polluants de l'air extérieur, comme le benzène, par exemple, qu'on retrouvait en quantité très importante, parce qu'il y avait beaucoup de benzène avant le 1er janvier 2000 dans les carburants routiers. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. C'est un polluant qui est cancérogène. Un autre polluant, comme le benzoapyrène, qui va être un bon traceur de la combustion de bois dans des installations de chauffage très anciennes ou à très mauvais rendement, c'est un polluant qui est également cancérogène. Et vous avez également des polluants de l'air intérieur, comme le formaldéhyde, qui peut être émis par exemple par des panneaux mélaminés, par un certain nombre de revêtements, de colle, qui est également un polluant qui est classé cancérogène. Donc on surveille toute cette kyrielle de polluants en fonction de leur dangerosité. Plusieurs personnes ont dit qu'ils mettaient des foulards pour se protéger. Est-ce que ça a une utilité ? Non.
Non. Alors, pour tout ce qui est pollution gazeuse, ça sert à rien. Pour tout ce qui est pollution particulière, ce qu'on mesure, c'est des particules de la taille de micromètres. Donc on est sur des particules dont le diamètre est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Donc un foulard, ça sert à rien. Un éventuel masque, mais pas le masque qu'on achète au supermarché, un éventuel masque haut niveau va pouvoir constituer une protection. Mais alors là, bon. Vous avez évoqué les écoles qui vous demandent quelques conseils des fois sur ce qu'il faut faire avec les enfants. Est-ce que vous leur adressez des préconisations? Et ça peut aussi intéresser les adultes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce chapitre? Alors, nous, on diffuse les messages sanitaires des agences régionales de santé. Donc, ces messages sanitaires vont distinguer les populations les plus jeunes. Ça va être, par exemple, pour les enfants de moins de 6 ans, vous ne participez pas à une activité sportive. Pour les adolescents, vous ne participez pas à des compétitions sportives, parce que là, vous allez faire monter le cardio de manière très forte, vous allez avoir des niveaux d'inhalation, des volumes d'inhalation qui vont être beaucoup plus importants, et donc vous allez pouvoir avoir des impacts sur votre santé. Donc oui, il y a des messages spécifiques qui sont adressés en fonction des catégories d'âge. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon air ? Alors, c'est une question qui est extrêmement large. Je ne vais pas noyer le poisson, je vais commencer par une grande généralité. C'est un air qui est exigé par la Charte de l'environnement. C'est-à-dire qu'au niveau national, il est écrit dans le Code de l'environnement, il est écrit que chacun est libre de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ce sont les mots. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des zones où les gens habitent, il y a trop de pollution. Alors, un bon air, au niveau de la pollution permanente qu'on va respirer tout au long de l'année, on va le définir. Une des définitions peut être un air qui est en dessous de la norme, dont la concentration est en dessous de la norme. Vous prenez le dioxyde d'azote, qui est un des grands polluants qui nous embête aujourd'hui, puisque la France est sous la menace d'un contentieux européen pour excès de concentration. Pour le dioxyde d'azote, on a une norme, je donne un chiffre, 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Si vous êtes à 41, c'est pas bon. Si vous êtes à 39, c'est bon, par rapport à la norme uniquement. Mais après, on a quand même des effets linéaires liés à la pollution atmosphérique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y a pas d'effet sur la santé. Ça veut dire ça que, et c'est une notion qui est tout à fait importante, le seuil, la norme, en fait, c'est un risque acceptable et démocratiquement accepté. Parce que quand les députés européens votent une directive européenne dans laquelle ils disent la norme est à 40 microgrammes par mètre cube, on accepte une certaine quantité d'impact sanitaire. Et donc je donne 2 chiffres supplémentaires. En 2000, les études montraient qu'il y avait à peu près, au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, 350 000 décès anticipés liés à des excès de pollution atmosphérique. Toute la stratégie européenne de réduction des polluants atmosphériques et de normes de qualité de l'air était de ramener en 2020 ce nombre de décès anticipés à 270 000. Donc la norme aujourd'hui qu'on essaie d'appliquer et qu'on n'arrive pas encore à respecter en France, c'est pour qu'il n'y ait que 270 000 morts en Europe en 2020 liés à la pollution atmosphérique. Il faut quand même être conscient. Mais la grande difficulté, c'est que si on met une norme encore plus basse, vu qu'on n'arrive déjà pas à accepter celle-là, ça va être tellement ambitieux, tellement impossible, qu'on va baisser les bras et on va rien faire. Donc l'objectif de la norme, c'est de fixer un objectif, c'est de fixer une cible, et puis après, quand on aura atteint la norme, progressivement, on va essayer de la faire baisser. Alors, une fois que vous avez analysé l'air, vous en tirez certaines conclusions. À qui s'adressent ces résultats et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, tous les résultats des organismes de surveillance de la qualité de l'air vont s'intéresser à toutes les parties prenantes de la qualité de l'air. Ça veut dire déjà nos membres, j'ai dit l'État, parce que les décideurs ont besoin de savoir, on est au-dessus de la norme, on est en dessous de la norme. On est en dessous de la norme. Pas de planification pour améliorer la qualité de l'air, ou alors pas avec le même degré d'urgence qu'une zone où on est au-dessus de la norme, et là, il y a un plan obligatoire à mettre en place pour améliorer la qualité de l'air. Ça s'adresse aussi aux collectivités, puisque les collectivités,
portent quand même de très nombreuses responsabilités en matière d'urbanisme, en matière de mobilité, en matière de développement économique, en matière sociale également. Et donc ces collectivités sont tout à fait intéressées par nos résultats, puisque dans une agglomération, par exemple, si vous avez des excès de pollution atmosphérique très importants et qu'il y a un plan de développement des transports en commun ou un plan de développement de la mobilité douce avec les vélos, avec même la marche à pied, hein, qui se développe beaucoup, mais pour ce faire, il faut avoir aussi des itinéraires de marche à pied qui soient agréables, alors on va pouvoir faire baisser les niveaux de pollution atmosphérique. Je veux dire un mot sur une agglomération que je connais bien, qui est l'agglomération de Strasbourg. Le développement du tram, le développement des bus, le développement maintenant des bus à haut niveau service, c'est la première agglomération cyclable de France. On a des baisses de trafic routier sur tous les principaux axes routiers de Strasbourg. Le trafic routier baisse, la part de la mobilité liée à la voiture individuelle est en train de baisser. Donc ça s'adresse aussi à ces gens-là. Et puis bien sûr, tout ce qu'on fait, ça s'adresse à la population. Il est indispensable que les gens sachent ce qu'ils respirent, à minima, même si c'est difficile d'améliorer la qualité de l'air, pour qu'ils puissent se protéger quand il y a des pics de pollution. Se protéger, l'asthmatique qui va très bien savoir qu'il ne va pas faire un marathon quand il y a un pic d'ozone. En matière de préconisation, justement, quels moyens avez-vous, en dehors du site internet dont vous avez déjà parlé, est-ce que vous faites des suggestions pratiques Alors, des suggestions pratiques, ce n'est pas le cœur de notre rôle. Bien évidemment, on connaît les leviers pour améliorer la qualité de l'air, donc on va aller discuter avec les gens. Mais au-delà du site internet, on est très heureux quand on est invité à intervenir à la radio, à la télévision, dans tous les médias qui soient écrits aussi, puisque ça nous permet justement de faire de la communication et de la pédagogie sur la qualité de l'air. Nous sommes très souvent invités par des associations de riverains. Qui souhaitent qu'on puisse exprimer devant leurs membres quels sont les enjeux de pollution atmosphérique sur le territoire sur lequel ils interviennent. On intervient aussi beaucoup pour certaines de nos associations dans les écoles. On a des reconnaissances du ministère de l'Éducation et des rectorats sur certains territoires pour aller faire de la sensibilisation auprès d'élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est également tout à fait intéressant, puisqu'on a des retours, comme vous en avez eu il y a quelques minutes, hein, des jeunes enfants qui vont donner des conseils citoyens, et c'est tout à fait riche d'enseigner de partager avec les plus jeunes. Je crois que vous avez également des actions pédagogiques dans le cadre très particulier de la COP21. Alors, dans le cadre de la COP21, on a également des actions partout en France, et puis à titre d'exemple également en Alsace. On a commencé il y a 1 an avec l'association Alsace Nature, qui est une association de défense de l'environnement, un cycle de conférences sur météorologie, climat et pollution atmosphérique. Et donc la semaine prochaine, on aura la 10e et dernière conférence sur la thématique. Et c'est des centaines de personnes que nous avons rencontrées sur ce thème. Suite aux attentats de Paris, les différentes manifestations de la société civile autour de la COP21 ont été annulées. Plus que symbolique, ces manifestations étaient d'une grande importance. En effet, le problème des politiques, c'est que le temps du politique n'est pas le même que le temps des climats. Les responsables politiques ont des échéances qui est celle de leur réélection, qui se comptent en années, alors que les conséquences de leurs décisions sur le climat se comptent en décennies et en siècles. Le risque donc, c'est qu'il ne soit pas décidé grand-chose, sauf quelques affirmations généreuses et pas très contraignantes, sauf si les politiques entendent le cri de la société civile, sauf s'ils entendent l'appel de leur conscience, sauf s'ils acceptent de privilégier le long terme par rapport au court terme. Alors pour pallier ces manifestations, les associations multiplient d'imagination. Alors certains appellent à faire une collecte de chaussures, place de la République, pour témoigner justement de l'engagement de la société civile. D'autres appellent à envoyer nos noms, nos photos dans d'autres manifestations qui auront lieu à l'étranger en notre nom. Le forum citoyen à Montreuil les 5 et 6 décembre est maintenu. Il me semble que pour nous, l'impératif écologique s'impose pour 3 raisons. D'abord, l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit la Bible. Alors le prochain, c'est celui qui est proche. Mais en français, le prochain, c'est aussi le suivant, celui qui vient après. Aimer son prochain, c'est, oui, nous sommes appelés aussi à aimer nos petits-enfants et leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Et pour cela, leur laisser une terre habitable, ne pas sacrifier leur survie à notre niveau de vie actuel. Ensuite, la justice.
Dans le domaine climatique, les principaux responsables sont les riches et les principales victimes sont les pauvres. Le problème, c'est que si jamais l'eau, l'air, la nourriture viennent à manquer, eh bien, on sait qui en aura et qui en sera privé. C'est la raison pour laquelle la notion de dette écologique doit devenir aussi contraignante que la dette financière. Enfin, une troisième raison, une raison spirituelle. La réponse aujourd'hui au défi du climat, c'est d'apporter plus de frugalité dans notre niveau de vie. Et l'expression sobriété heureuse montre que ça n'est pas automatiquement sacrificiel, mais que ça peut correspondre à une nouvelle façon d'habiter notre monde. L'Église protestante unie de France a rappelé dans sa plaquette de présentation que la vie bonne est une vie sobre. Voilà, nous voulions vous faire écouter cet extrait d'un éditorial du pasteur Nuis, qui est directeur de l'hebdomadaire Réforme, pour vous demander comment vous réagissez par rapport à ce que vous avez entendu. Évidemment, le début était un peu brutal, mais ensuite il s'est exprimé quand même de manière très, très claire. Alors, c'est un témoignage, ce sont des paroles qui sont tout à fait intéressantes, très fortes, et puis qui mettent vraiment le doigt sur la difficulté aujourd'hui de la négociation climatique. Et ce sont des éléments qu'on va retrouver également jusqu'en dans les régions. Alors, une grande difficulté qui a été pointée du doigt, c'est la notion de dette écologique. Et effectivement, une des difficultés de la négociation, c'est si on regarde toutes les molécules de dioxyde de carbone qui sont aujourd'hui présentes dans l'atmosphère autour de la Terre et qu'on regarde d'où elles viennent, puisque le dioxyde de carbone va avoir une durée de vie qui est considérable, qui est en moyenne de 100 ans, mais certaines molécules vont rester plusieurs siècles dans l'atmosphère, et vous allez retrouver les pays développés, les pays historiquement développés qui sont responsables peut-être aux 3/4 de ce qu'on retrouve dans l'atmosphère et donc du réchauffement climatique actuel. Donc les pays en voie de développement vont dire, mesdames et messieurs, vous allez prendre en charge 3/4 du financement pour atténuer le réchauffement climatique, pour s'adapter au réchauffement climatique. Mais si on regarde ça à un instant T aujourd'hui, ce ne sont plus forcément ces pays-là, excepté les États-Unis qui restent un très gros contributeur, mais ce ne sont plus forcément ces pays-là. Aujourd'hui, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, c'est la Chine, et puis vous avez d'autres pays émergents qui sont très très fortement émetteurs. Et alors, si on regarde vers l'avenir, on va se dire, mais ces gens-là vont avoir leurs dettes qui vont croître de manière très importante, et donc les pays qui historiquement sont responsables ne veulent pas s'engager à hauteur de leur responsabilité écologique si aujourd'hui les émergents ne s'engagent pas de manière obligatoire aussi. Or, dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997 et qui court jusqu'en 2020, les obligations ne portent aujourd'hui que sur les pays développés. Donc toute la discussion est là, avec une notion extrêmement importante. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est j'allume ma voiture, je me chauffe, je consomme, c'est le mode de vie. On n'a aucune raison philosophique aujourd'hui dans les pays développés pour interdire aux émergents, aux pays qui ne sont pas aussi développés aujourd'hui, d'accéder à nos niveaux de vie. Et donc, quand on entend un président américain qui historiquement dit le niveau de vie des Américains n'est pas négociable, s'il n'est pas négociable et si tous les habitants de la Terre se montent à ce niveau de vie-là, c'est pas vivable. C'est absolument pas vivable. Donc c'est une notion de négociation qui est aujourd'hui très délicate et c'est un point crucial qui va permettre de faire émerger une solution positive dans le cadre de la COP21 ou au contraire qui va rester bloquante comme ce fut malheureusement le cas à Copenhague en 2009. Alors, est-ce que vous, à l'échelle d'Atmo, vous avez l'impression d'être utile pour ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, on est complètement utile parce que nous, on quantifie au niveau régional les émissions de gaz à effet de serre. On quantifie au niveau régional les émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui fait les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, comme ce sont les gestes de tout un chacun, on parle immédiatement du niveau territorial. Or, la négociation, dans le cadre de la COP21 aujourd'hui, c'est une négociation qui est entre États. Et il est absolument important de faire rentrer les collectivités et la société civile dans le jeu des négociations. Et les collectivités, pour entrer dans les négociations, il faut qu'elles sachent combien elles émettent d'émissions de gaz à effet de serre sur leur propre territoire. Et ça, c'est nous qui le quantifions année après année. Et c'est un dur labeur, mais extrêmement utile.
Alors, vous faites bien la distinction entre les gaz qui contribuent au réchauffement climatique et les gaz qui sont plus dangereux pour la santé, c'est ça? Alors, on quantifie les deux types de gaz. On quantifie les gaz qui impactent la santé, on a déjà parlé, les particules, l'ozone, le dioxyde de soufre, et on quantifie également les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone qu'on va retrouver dans toute combustion, le méthane qu'on va retrouver au niveau de l'agriculture ou des installations de traitement des déchets, le protoxyde d'azote qu'on va retrouver aussi au niveau de l'agriculture ou de certaines installations industrielles. Et on quantifie tous ces gaz ensemble parce que les sources sont les mêmes. Les sources, ce sont des activités anthropiques et les sources, ce sont des consommations d'énergie. Donc ça n'aurait pas de sens de distinguer ces problématiques. Ce sont des problématiques qui sont complètement liées, d'autant plus qu'il peut y avoir des interactions négatives, des antagonismes entre ces problématiques. Si aujourd'hui, on ne faisait que du diesel en France, on consomme un petit peu moins d'énergie, on émet un peu moins de gaz à effet de serre, mais on émet beaucoup plus de particules et d'oxyde d'azote. Si aujourd'hui, on ne brûle que du bois, pareil, on va avoir une énergie complètement renouvelable, on va émettre très peu de gaz à effet de serre, mais également on va émettre beaucoup de particules qui impactent sur la santé. Donc ces deux phénomènes sont à regarder de manière complètement intégrée. Emmanuel Rivière, avant de nous quitter, j'aimerais vous transmettre la question d'un auditeur, Stéphane, qui vous demande « L'Europe fixe des normes pour la qualité de l'air, mais ne faudrait-il pas aussi dresser des barrières aériennes pour empêcher les polluants des autres continents moins respectueux de venir nous surpolluer ?» Ça va loin. Oui. Alors, la notion de barrière aérienne, je pense que c'est un petit peu difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on est quand même très fortement impacté par des pollutions qui sont locales, régionales, mais les pollutions locales constituent une grande partie de la pollution qu'on respire. Si vous vous baladez, bon là ce soir on est à Paris, mais c'est pareil dans toutes les grandes agglomérations. Si on se balade ce soir dans la rue, parmi les polluants qui vont rentrer dans nos poumons, il y en a au moins la moitié qui proviennent de sources vraiment locales. On est au niveau des installations de chauffage et de tout ce qui est déplacement, mobilité, les voitures, les poids lourds. Donc il faut aussi qu'on travaille énormément sur nos propres activités avant de demander aux petits copains qui habitent à des milliers de kilomètres de travailler sur les leurs. Mais voilà, c'est une action qui est vraiment collective au niveau mondial pour les gaz à effet de serre, mais également pour les gaz polluants. Ce que je voulais dire, c'est que vous l'avez déjà évoqué au début, vous avez un site internet et toutes les associations ont un site internet, des sites internet très bien faits. Et donc, il faudrait recommander à nos auditrices et nos auditeurs de se tourner vers ces sites où ils ont des contacts, ils peuvent poser des questions, ils peuvent s'informer réellement sur et compléter ce que vous avez si bien expliqué. Alors, vous avez parfaitement raison, on a des sites internet, on est joignable par mail, on est joignable par téléphone, on est des organismes qui sommes assez ouverts, on répond aux questions. Et puis, il va y avoir de moins en moins d'organismes à contacter, puisque comme le Code de l'environnement impose un organisme de surveillance de qualité de l'air par région et que les régions fusionnent, eh bien, nos activités vont s'étendre aussi à partir de l'année prochaine et il y aura en métropole 13 organismes pour la surveillance de la qualité de l'air à la place de 22. Ça veut dire des équipes aussi renforcées, des activités optimisées. On sera encore plus performants, nous l'espérons, nous le souhaitons, au service de tous les citoyens pour mieux les informer et pour les aider à respirer un air de la meilleure qualité possible. Emmanuel Rivière, nous vous remercions d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions, informer nos auditeurs. Nous vous souhaitons une bonne soirée